Bonjour tout le monde. Je voudrais vous présenter le Dr. Brian Remillard. Il est le chef de la météorologie du Centre médical Dartmouth-Hitchcock au New Hampshire aux États-Unis. Il est spécialiste des reins depuis 1992. Il est très impliqué dans l'hôpital de Mayor-Ballet en Haïti et il travaille avec HME depuis 2010. You can start when you're ready. And Okay. just say next when you want me to go to the next slide. Okay, next slide. OK, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous voir ce matin. J'espère que ce n'est pas trop tôt. J'ai pensé peut-être aujourd'hui on peut réviser un peu urémie et dialyse. Je ne sais pas si vous savez, mais à HUM, on était en train de monter un service de dialyse pour insuffisance rénale aiguë et essayer d'aller vers la transplantation. Et je pense que la solution pour insuffisance rénale chronique en Haïti, en partie, devait être transplantation rénale, ce qui est un but très, très important, mais ça va prendre du temps, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de barrières pour faire ça, mais entre-temps, il faut savoir comment gérer les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë et chronique. Et aujourd'hui, on va parler un peu de urémie et de la dialyse, comment ça marche pour que quand ça arrive chez vous, vous savez les indications pour dialyse et aussi comment ça peut marcher. Alors, premièrement, quand on parle des signes et des symptômes de urémie, qu'est-ce que ça veut dire? Voici une liste et je suis désolé que c'est en anglais, mais je sais que la plupart des gens savent lire et ont des livres en anglais, alors on va juste réviser un peu. La liste des signes et des symptômes de urémie est très longue. Et ça peut être un individu qui est avec une augmentation de créatinine ou de BUN, avec fatigue, mais ça peut aussi être des symptômes plus sévères comme une neuropathie, des convulsions, et en fin de compte, avec un BUN de 200, peut-être même un coma. En plus de ça, il y a des signes et des symptômes endocrinologiques, c'est-à-dire héménorrhée, il y a des autres symptômes avec résistance à l'insuline, et il y a des autres symptômes comme purite, comme des OK, des choses comme ça. Et il faut avoir des médicaments et des idées pour soigner tout ça. Next slide. Et quand on pense aux symptômes urémiques qu'une personne peut avoir avec insuffisance rénale chronique, d'abord, on a pensé que c'était des toxines qui accumulent avec insuffisance rénale chronique. Et quand j'étais interne, on a pensé que c'était des déchets de l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont des déchets qui viennent de le métabolisme. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de toxines qui accumulent, mais un nouveau pensée, c'est qu'il y a aussi des toxines qui viennent du microbiome. Et c'est quoi le microbiome? Le microbiome, c'est, on a tous dans notre colonne beaucoup de bactéries, et on dit qu'on a plus de bactéries que cellules dans notre corps, et on s'intéresse beaucoup en ce temps de ce qui se passe dans le côlon. Parce qu'il paraît que beaucoup des produits, beaucoup des petites molécules traversent le côlon et se trouvent dans notre sang, et il y a des individus avec des bactéries qui sont normales, et on peut trouver dans beaucoup des maladies des bactéries qui sont pas normales. Et c'est le cas dans l'urémie aussi. Next slide. Et l'idée, c'est que c'est un slide, un dépôt un peu compliqué, mais en haut, là, vous pouvez voir que dans le
chronic kidney disease, CKD, on a beaucoup de choses comme acidose métabolique, on mange différemment, on prend des antibiotiques de temps en temps, on prend des autres médicaments et ça change le microbiome qui se trouve dans l'intestin. Et en plus de ça, des gens qui ont une insuffisance rénale chronique, ils ont un milieu dans le côlon un peu différent, avec beaucoup d'urée qui est augmenté. Et le paroi, les cellules sont c'est plus facile pour les choses de traverser le mur du côlon. Et on peut avoir des petites molécules qui se trouvent dans le sang. Et c'est une partie de l'explication pour des complications cardiovasculaires et pour les autres symptômes que l'on voit. Et c'est quoi l'importance de ça? C'est que peut-être dans l'avenir, on peut imaginer avoir des médicaments qu'on peut prendre pour améliorer un peu les bactéries qui se trouvent dans le côlon des gens avec insuffisance rénale chronique, qui peuvent améliorer les symptômes urémiques. Je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est quelque chose qu'on est en train de voir. OK, next slide. Parce que même quand votre créatinine est élevée 2 fois, on voit qu'on accumule beaucoup de symptômes, beaucoup de complications cardiovasculaires qu'on ne peut pas expliquer avec la tension et des choses comme ça. Et on pense que c'est à cause de cette accumulation des petites molécules qui activent tout le système immunitaire, et on a beaucoup de retentissement à cause de ça. Next slide. Quand on voit un patient qui a une filtration glomérulaire qui diminue, qu'est-ce qu'on voit dans le patient? On voit avec une diminution de la fonction rénale que les symptômes comme hypertension, faiblesse, anémie, nutrition, tout ça empire avec la dégradation de la fonction rénale. Et quand on se trouve avec une fonction rénale de 15 à 29, par exemple, on voit que beaucoup de patients ont hypertension et que les symptômes augmentent avec la perte de fonction rénale. Next slide. Et avec ça, même avec une créatinine de 2, on peut dire que les patients ont 10 fois les complications cardiovasculaires. Et il y a beaucoup d'explications. Ça, sur le diapo, c'est juste une idée qu'on a une activation du système sympathique, on a beaucoup de stress oxydatif, on a angiotensin 2 qui est augmenté, on a beaucoup d'inflammation, comme je vous ai montré dans le côlon, on a une anémie qui vient avec l'insuffisance rénale, et tout ça ont des retentissements sur le système cardiovasculaire. Et quand on voit un patient avec une insuffisance rénale chronique, il faut faire des traitements plus lourds contre les complications cardiovasculaires, c'est-à-dire gérer la tension, gérer le cholestérol, parce qu'ils ont beaucoup de risques, 10 fois plus de risques, même avec une petite augmentation de la créatinine. OK, next slide. Une idée, je pense il faut, peut-être on peut partager, c'est qu'aux États-Unis maintenant, on pense pas juste à la dialyse pour gérer les gens avec insuffisance rénale chronique. On pense maintenant à une thérapie conservative. Qu'est-ce que ça veut dire? Auparavant, on a pensé que la dialyse était la seule solution
dialyse et transplantation pour insuffisance rénale chronique. Mais en ce moment, on a beaucoup de gens très âgés, c'est-à-dire 80, même 90 ans, qui commencent avec la dialyse. Et ces gens, ce qu'on a vu, c'est que si on commence une dialyse avec un patient de 80 ans, c'est pas clair que ça va améliorer la situation. Et on a fait des comparaisons entre une thérapie conservative therapy et une thérapie avec dialyse. Et avec un patient de 80 ans, des fois, l'espérance de vie est la même et la qualité de vie est la même. Alors, qu'est-ce qu'on peut gérer dans les patients avec insuffisance rénale chronique sans la dialyse? Well, on peut donner l'érythropoietin pour augmenter l'anémie. On peut gérer les symptômes comme purite, des choses comme ça. On peut gérer le régime, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous avez beaucoup de sel dans la diète, est-ce que vous avez un édème. On peut gérer ça avec le régime, par exemple. On peut avoir un focus sur les médicaments pour la tension artérielle, pour les diurétiques, et ainsi de suite. Et à la fin, si on n'a pas la dialyse, c'est important de gérer la fin de la vie de ces gens. Alors, c'est une approche conservative, mais je pense qu'il faut avoir vraiment une clinique qui a un focus pour faire ça. C'est-à-dire, si on essaie il faut avoir une approche systématique pour réussir à faire une thérapie conservative, ok? Et peut-être c'est une idée pour une clinique, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de patients avec insuffisance rénale chronique, vous pouvez faire une clinique spécifiquement pour ça, pour gérer ces patients. C'est quelque chose qu'on peut discuter peut-être à la fin. Next slide. Next slide. Seems to be frozen. I'm gonna oh, there we go. Just a little delay. OK. Pas de problème. OK. Well, on va changer un peu maintenant pour discuter la dialyse. C'est juste l'introduction pour dire que c'est pas juste la dialyse, il faut penser à autre chose. Mais, OK. Pour la dialyse, comment est-ce que je vois les choses pour un patient qui a une insuffisance rénale chronique et qui a besoin d'être pris en charge? Il y a trois possibilités. On peut imaginer la hémodialyse, on peut imaginer dialyse péritonéale et on peut imaginer transplantation. Et ça arrive souvent pour un néphrologue qu'on a des patients qui ont fait le tour de ce système. C'est-à-dire que peut-être pour commencer la dialyse, ils ont fait une dialyse péritonéale pendant 2 ans et puis après, il a eu des problèmes avec infection de leur péritoine et il a dû commencer une dialyse, une hémodialyse pendant quelques années et puis après, il a été greffé et puis la greffe a duré 5 ans et puis enfin, il a recommencé la dialyse. C'est un peu la vie d'un patient typique aux États-Unis et partout dans le monde pour gérer une insuffisance rénale terminale. Next slide. Well, on a ces deux modalités de dialyse. On a le peritoneal dialysis, dialyse péritonéale et hémodialyse. Et il y a des raisons pour choisir une et l'autre, c'est-à-dire si on a un vrai problème abdominal avec beaucoup de chirurgie, beaucoup d'adhesions ou par exemple une hernia, ça peut empêcher de faire la dialyse péritonéale.
Hémodialyse peut être fait effectivement dans presque toutes les personnes en ce moment, mais je pense que les deux modalités peuvent être faites en éthique peut-être. Next slide. OK. Ça, ce que je voudrais faire en ce moment, c'est de vous montrer comment marche la dialyse pour que si vous avez un patient qui a besoin de dialyse, vous pouvez comprendre comment ça marche. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un patient qui a besoin de dialyse et qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la possibilité d'avoir du sang qui sort du patient, qui passe à travers un dialyseur et rentre chez le patient. Et puis, sur l'autre côté, il faut avoir un système pour nettoyer l'eau, pour faire un traitement de l'eau et pour avoir un dialysate très, très pur et très, très spécifique pour faire la dialyse. Et on va aller plus loin dans les deux côtés pour vous montrer comment on peut enlever le sang du patient et puis comment on peut avoir ce dialysate très pur. OK, next slide. Alors, la première chose qu'il faut avoir, si on veut avoir une dialyse, une reine artificielle ou une dialyse artificielle, c'est il faut avoir une sorte de reine artificielle. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors, premièrement, ce diapo, vous pouvez voir que la glomérule humaine est très, très bien faite pour une filtration très spécifique, juste à droite là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma flèche, mais la glomérule, le normal kidney, ça peut filtrer des petites molécules, mais ça coupe très, très nettement les protéines qu'il faut retenir dans le sang. Alors, le rein est très, très bien pour ça. Et vous savez ça parce que quand vous avez un patient qui perd de protéines dans les urines, quand vous avez un bandelette urinaire qui est positif, vous savez que le filtre, le glomérule humain est abîmé. Ou il y a un problème, soit un glomérule atteint par la diabète ou par un glomérulonéphrite, par exemple. Well, dans le laboratoire, on a créé des membranes qui sont semi-perméables, qui essaient de simuler le glomérule humain. Et je vais vous montrer les dialyseurs qu'on a fait. Mais ces membranes sont tous artificielles, mais en fait, ils sont assez bien faits pour retenir les molécules très importantes comme albumine, comme des protéines de coagulation, des choses comme ça, mais ça laisse passer les petites molécules comme urée et des autres molécules qui sont des déchets qui accumulent dans l'insuffisance rénale chronique. OK, next slide. Et de près, on peut voir qu'on a ce membrane au milieu. On a d'un côté gauche ici, le sang, et de l'autre côté, le dialysate. Et en fait, ce qui se fait, c'est que si on a une concentration haute d'un côté, ça va laisser passer la molécule de l'autre côté, et ça dépend des molécules. Pour le sodium, ça peut être haut ou bas, ça dépend. Mais si on a une concentration dans le dialysate qui est, disons, 140, ça va mettre le niveau dans le sang à 140. Et par exemple, vous avez créatinine dans le sang, mais pas dans le dialysate. Alors, en bas, on peut imaginer que le créatinine va passer dans le dialysate et la même chose pour le urée. Et c'est comme ça qu'on peut gérer toutes les petites molécules et filtrer les déchets, mais aussi mettre des choses comme bicarbonate, quand on a besoin de bicarbonate, il faut, parce que dans l'insuffisance rénale chronique, on va aboutir avec une acidose et ça va permettre d'améliorer l'acidose parce qu'on peut mettre du bicarbonate dans le patient. Next slide.
Et ces membranes semi-perméables, comme je vous ai montré, les petites molécules passent très très facilement, l'urée par exemple, mais les grosses molécules comme vitamine B12, ça passe moins bien. C'est juste, c'est pas très important, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand on fait une dialyse, par exemple, avec un antibiotique comme vancomycin, c'est pas très bien dialysé, par exemple. Mais des autres antibiotiques comme des céphalosporines, par exemple, sont très très bien filtrés. Alors, il faut savoir ça parce qu'après une dialyse, il faut qu'on donne un dosage supplémentaire des molécules qui sont très bien dialysées, mais pas des molécules qui sont pas très bien dialysées. OK, next slide. Ça, c'est une reine artificielle typique qu'on utilise en ce moment. C'est ce qu'on appelle un hollow fiber dialyzer, des fibres creuses. Et ça, ce que vous avez, c'est sur les deux bouts, on a c'est l'endroit où on met des tuyaux pour laisser passer le sang. Et le sang passe à travers ces fibres creuses d'un côté à l'autre. Et les deux petites portes au milieu, c'est pour la dialyse. Et ce qui se fait, c'est que le sang passe par les fibres creuses et le dialysat passe autour de ces fibres pour baigner ces fibres. Et c'est ça laisse une surface assez importante. Et pour ce dialyse, chaque dialyseur a une surface. Et ça, c'est 1,7 mètre. C'est-à-dire, si on peut mettre toutes ces fibres à plat, on va avoir une surface d'échange de 1,7 mètre, ce qui est très important. Et ça, c'est la façon pour la dialysate d'être d'un côté et le sang d'être de l'autre côté pour que ces molécules peuvent traverser. OK. Next slide. De près, comme je vous ai montré, je viens de vous dire, vous avez le sang qui passe par ces fibres creuses et vous avez le dialysate sur l'autre côté. Next slide. Et ça laisse passer les petites molécules. Et c'est comme ça qu'une reine artificielle marche. Et on va aller plus loin pour voir la vraie machine. OK, next slide. Ça, c'est une photo de très près de ces fibres creuses, juste pour vous montrer qu'il y a des petits trous et que ces fibres sont très lisses dedans. Et vous pouvez imaginer que le trou qu'on voit là, c'est juste à peu près la taille d'un globule rouge. OK, next slide. Et pour le moment, ce n'est pas très important pour aujourd'hui, mais on a beaucoup de possibilités pour ces membranes. Il y a en bas la synthétique. Tous les membranes qu'on utilise en ce moment sont synthétiques et sont faits avec des polymères et ils ont une biocompatibilité très, très bonne. Next slide. And next slide, on peut passer par ça. Okay. Et, ce qui est très important, c'est que quand on a ce membrane semi-perméable et on a ce reine artificiel, c'est très important que le dialysat est très pur. Et pourquoi? Parce que même si les bactéries ne peuvent pas passer à travers la membrane, on peut avoir des petites molécules comme l'endotoxine qui peuvent passer. Alors, auparavant, quand j'étais interne il y a des années, on a vu que quand on commence une séance de dialyse, que peut-être le signe vital va dégrader, que le patient va devenir fébrile, et on ne savait pas pourquoi. Mais à l'époque, on n'a pas eu une dialysate très pure.
Et enfin, on a compris que c'était l'endotoxine. Et maintenant, on a des filtres sur des filtres pour éviter que le dialysate a des petites molécules comme ça, des endotoxines. Et je dis ça juste pour dire que si vous avez un centre de dialyse en Haïti, il faut que l'eau est très, très bien fait. Et par exemple, chaque mois ici, on fait des cultures de l'eau, on fait des tests pour voir s'il y a des endotoxines dedans, parce que sinon, ça peut avoir des retentissements sur le patient. On peut avoir des vrais problèmes si ce n'est pas très bien fait. OK, next slide. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut avoir du sang qui passe par la dialyseur. Ça, c'était un des problèmes fondamentaux quand on commence à imaginer une dialyse artificielle. Il faut avoir un débit sanguin qui passe par le dialyseur assez important. Ça veut dire que chaque minute, il faut avoir au moins 300 cc de sang qui passe à travers le dialyseur. Alors, imaginez un cathéter où on peut retirer ou un accès, comme je vais vous montrer, un fistule, un abord vasculaire, qui peut être utilisé pour retirer chaque minute 300 cc ou même 400 cc qui peut passer par le dialyseur et puis qui peut être rentré chez le patient. Alors, il y a des années maintenant, on a inventé l'idée d'un abord vasculaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait une liaison entre une veine et une artère. Et il y a plein des endroits dans le corps où on peut essayer de faire ça. Ça, c'est le classique ici, a brachico-seminal-fistula, c'est-à-dire qu'on utilise l'artère radiale et puis on utilise le veine céphalique et on fait soit un anastomose au but ou soit du côté. Mais après ça, la veine céphalique devient un peu artérialisée et ça gonfle et ça devient un endroit où on peut retirer beaucoup de sang pour faire une dialyse. Next slide. On peut faire la même chose avec le veine basilique ou le veine céphalique avec l'artère brachiale aussi. Next slide. Voici juste un exemple d'une anastomose entre le cephalic vein et le arterial brachial artery, juste au coude là. Et après 8 semaines, la veine va gonfler et ça serait bon pour utiliser comme abord vasculaire pour faire la dialyse. Next slide. Ça, c'est juste pour vous montrer. Après, comme toute fistule, toute sorte de liaison entre des veines et des artères, ça va grandir avec le temps. Ça, c'est la loi de Laplace. On dit que, tu sais, les parois deviennent de plus en plus épais et ça va grandir avec le temps. Et ça c'est un ancien abord vasculaire, un ancien fistule. Et on peut voir qu'il y a des anévrismes dedans. Et ça c'est une autre discussion parce qu'il faut gérer ça aussi. Si on a des gros anévrismes comme ça, il faut gérer ça. OK. Next slide. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces abords vasculaires? On a des aiguilles spécifiquement faites pour la dialyse. On fait une ponction de la fistule d'un côté qui apporte le sang vers la machine de dialyse, vers le dialyseur, et on rapporte le sang avec une cannule veineuse. Mais c'est dans ce fistule qu'on met les aiguilles. Et ça, c'est une autre chose qui est très spécifique pour la dialyse.
Et il faut avoir un technicien qui sait bien placer ses aiguilles parce que, si vous pouvez imaginer, vous avez une aiguille dans la borde vasculaire avec une pompe qui pompe à 400 cc par minute. Et si une aiguille sort du patient, le patient peut exsanguiner dans quelques minutes. Alors, il faut surveiller ça de très près et être très sûr que les aiguilles sont bien placées dans la borde vasculaire et que c'est bien fait. OK, next slide. C'est une autre façon d'avoir accès au sang pour un patient, de faire un dialyse, c'est de mettre quelque chose de synthétique, ce qu'on appelle Teflon ou PTFE. Ça, quand vous voyez ça avant que c'est mis dans le patient, c'est un peu comme une paille et c'est mis en dessus du pot et ça fait une anastomose entre une artère et une veine. Et on utilise ça dans les patients qui n'ont pas des veines en bon état. Vous pouvez imaginer, on a des patients de 80 ans qui commencent la dialyse et peut-être ils étaient malades pendant 10 ans ou plus et on a abîmé tous les veines du bras, veines cephaliques avec des intraveineuses, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, on utilise des prothèses, des greffes de PTFE pour faire un abord vasculaire. Next slide. OK. So, disons qu'on a créé cet abord vasculaire et on veut faire un dialyse. Qu'est-ce qu'il faut avoir en place pour faire ça? Il faut avoir des aiguilles et puis après, il faut avoir une pompe, un blood pump. Il faut un anticoagulant pour éviter que le sang coagule et on utilise heparine pour faire une séance de dialyse. Par exemple, normalement, on fait 3000 jusqu'à 8000 unités de heparine au début de séance pour que le sang ne coagule pas. Et puis après, il faut avoir un détecteur pour que s'il y a un problème avec les tuyaux et tout ça, qu'on n'injecte pas de l'air dans le patient. Alors, il y a un détecteur pour détecter l'air qui va arrêter la machine s'il y a un problème. Et ça, c'est le circuit sanguin. Alors, je vais vous montrer, on peut faire ça avec un cathéter aussi, ce qui est fait pour insuffisance rénale aiguë. OK, next slide. Et ça, c'est, si vous avez un patient qui a besoin d'une dialyse pour insuffisance rénale aiguë, et je peux vous dire qu'en ce moment, à HUM, par exemple, on ne traite pas des patients avec insuffisance rénale chronique. C'est juste pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire peut-être vous avez besoin de 4 jusqu'à 10 séances de dialyse et après vous allez récupérer votre fonction rénale. On peut utiliser ces cathéters. Et c'est quoi un cathéter de dialyse? C'est un cathéter avec 2 parois et il y a plusieurs types de cathéters. Ici, vous pouvez voir qu'on a un paroi avec un clamp rouge et un clamp bleu. Et c'est mis dans une grosse veine, soit le fémoral, soit le jugulaire. Et on peut retirer le sang de le paroi proximale et faire rentrer le sang avec le paroi distal. Et ça, c'est un cathéter classique pour la dialyse. OK, next slide. Et ça, c'est le cathéter en place. Et vous avez ces clamps-là et c'est aussi quelque chose à apprendre, comment gérer un cathéter de dialyse pour faire la dialyse. Ça peut rester en place au moins 2 semaines et des fois 1 mois. Il y a aussi des cathéters tunnelisés, c'est-à-dire qui sont avec une petite chose dans le pot qui peut être un cathéter de plus longue durée, peut-être pour 6 mois par exemple. Mais
Mais si on a un patient qui a besoin de dialyse pour insuffisance rénale chronique, on essaie de faire un abord vasculaire plutôt d'utiliser un cathéter. OK, next slide. Voici juste pour vous montrer que le cathéter est mis dans par exemple, dans le veine jugulaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le cathéter est très proche des valves cardiaques. C'est-à-dire que vous mettez ce cathéter et si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas stérile, si vous avez une bactériémie, ça arrive souvent que vous allez impliquer les valves tricuspides ou les valves mitrales et avoir une endocardite. Hier soir, j'étais de garde et j'avais un vieux monsieur qui a eu une cathéter qui était placée il y a une semaine, mais il est arrivé avec une fièvre, avec une leucocytose et on a pris des hémocultures qui est positive ce matin pour staphylocoque. Et il faut vite enlever ce cathéter parce que c'est infecté. OK. Next slide. Ça, c'est juste pour vous montrer comment le cathéter est en place. Next slide. On peut avoir des complications avec ces cathéters. Si vous mettez un cathéter sous-clavier, par exemple, et laisse en place, et on peut avoir des sténoses dans les grosses vénules. Ça, c'est quelque chose pour les néphrologues, mais c'est juste pour dire que ces cathéters peuvent avoir des complications dans l'avenir du patient. OK, next slide. Et pourquoi je vous ai montré cette photo juste pour voir si on met un abord vasculaire dans un patient qui a eu un cathéter du même côté et cette patient a eu une sténose dans les grosses vénules, dans les grosses veines, et on ne savait pas, mais maintenant avec une fistule, il y a beaucoup de sang qui circule dans le bras et ça gonfle parce que parce qu'il y a une sténose dans la veine et il faut soit mettre un stent pour ouvrir ça ou enlever le fistule à bord vasculaire. Next slide. OK. So, ça, c'est un peu comment on retire le sang du patient pour mettre dans le rein artificiel. Et maintenant, on va juste parler un petit peu de la complexité de faire l'eau pour faire la dialyse. Alors, vous avez de l'eau, ça peut venir de n'importe où vous avez des réservoirs de l'eau, ça peut venir d'un fleuve, ça peut venir d'un lac, ça peut venir d'un puits. De toute façon, l'eau doit être traitée. Alors, next slide, je vais vous montrer ça. So, pour le traitement, il faut commencer avec une membrane pour enlever toutes les particules et toutes les petites molécules qui peuvent être trouvées dans une eau sauvage, si vous voulez. Et on utilise un système, ce qu'on appelle reverse osmosis, pour faire ça. Ça, c'est des membranes très puissantes pour enlever toutes les petites molécules. Next slide. Et dans chaque unité de dialyse, on a beaucoup des systèmes pour nettoyer l'eau. Ici, on peut voir, on a des grosses tanks de charbon. Et pourquoi charbon? Parce qu'aux États-Unis, on met le chlorine dans tout. Si vous avez, par exemple, ici à Hanover, où j'habite, on a un lac. C'est le lac pour l'eau pour tous les résidents de la ville. Mais on met de chlorine pour le premier traitement pour tuer des organismes. Mais si cette chlorine se trouve dans le dialysat, ça va faire éclater tous les globules rouges.
ça va faire, c'est très grave. Alors, on a 2 tanks de charbon pour enlever ça. Et on fait un test avant chaque séance de dialyse pour vérifier qu'on a enlevé toutes les chlorines de l'eau. Et après ça, on a un tank pour régler le calcium et le magnésium, parce qu'on a beaucoup de calcium et magnésium, il faut enlever ça. Et puis, il faut... next slide. En fait, après qu'on a tout nettoyé comme ça, on peut faire venir l'eau vers la machine de dialyse. Et sur la machine de dialyse, on a des petites pompes pour mettre, pour faire la dialyse, c'est-à-dire pour mettre le sodium, le potassium, le bicarbonate, le potassium et tout ça. Parce qu'il faut avoir une liste des molécules qu'on veut dans le dialysat et il faut régler ça. Et la machine peut régler ça. Next slide. C'est juste pour vous montrer la complexité d'une machine de dialyse à l'intérieur. Une autre chose qui est très importante, c'est d'avoir un bon technicien qui peut faire des réparations sur la machine. Et on se trouve en face de ça même à HUM maintenant. On a 2 machines de dialyse et une machine ne marche pas comme il faut. Et c'est pas facile de gérer ça à distance. Comme vous pouvez imaginer, ces machines sont très complexes et il faut qu'elles soient entretenues chaque mois. Next slide. Et pour la dialysate, c'est très spécifique, comme je vous ai dit. On a de l'eau pure en bas. On va faire mixer ça avec bicarbonate et puis avec sodium, calcium, potassium, magnésium et dextrose. Et enfin, on a le dialysate final qui a cette composition-là. On peut régler un peu le sodium, on peut régler un peu le potassium selon les besoins du patient. Et ça c'est le bain qui va se trouver sur l'autre côté de membrane de dialyseur. Next slide. OK. Comment ça marche dans une unité chronique de dialyse? Le patient va arriver, il va être pris en charge par l'infirmière qui va... OK, next slide. On va prendre des signes vitaux, c'est-à-dire on va passer le patient pour savoir si vous avez une insuffisance rénale chronique et vous ne faites plus de urine, il faut savoir combien de fluide vous avez gagné entre les séances de dialyse. Parce que c'est la machine de dialyse qui va gérer la volémie du patient. Ici, vous pouvez voir que le patient passe 68. Peut-être en partant de dialyse il y a 2 jours, il a passé 65, ce que veut dire qu'il a gagné 3 kilos entre-temps. Et c'est nous qui devons enlever 3 kilos pour que le patient reste en balance. Next slide. On va faire un examen clinique pour voir est-ce qu'il a des édèmes, la tension artérielle, la température et tout ça. Next slide. Ici, vous pouvez voir que le patient a des édèmes et c'est la machine de dialyse et le néphrologue et l'infirmière qui devaient gérer ça parce qu'il ne fait plus de urine et on ne peut pas compter sur ses reins. Alors, c'est nous qui deviennent les reins artificiels. OK, next slide. OK, on fait l'examen. Next slide. Et puis, ce jeune homme a un cathéter. OK. On va utiliser ce cathéter pour faire venir le sang vers le rein artificiel. Et ça, c'est le début de ça que vous pouvez voir ici. Next slide. Vous pouvez voir que le sang est parti du côté avec le clamp rouge, mais ça rentre, juste vient de rentrer dans le patient. C'est un circuit clos. Next slide. Si vous avez un abord vasculaire, une fistule,
je vais vous montrer comment ça marche avec un fistule. C'est à peu près la même chose, mais avec des aiguilles. Vous pouvez voir les deux aiguilles ici. Ils sont assez grandes parce que il faut soutenir un débit sanguin à 400 cc par minute. Next slide. Vous avez ce fistule très ancienne, assez grande, dans ce vieux monsieur. OK. Next slide. On va mettre l'aiguille dedans. Next slide. Et enfin, on va avoir deux aiguilles, un pour rapporter et un pour faire rentrer le sang dans le patient. Next slide. Et vous avez ici une image de la dialyseur qui vient de recevoir le sang du patient. Et vous pouvez voir que toutes ces fibres deviennent rouges. Ce n'est pas encore sorti de l'autre côté. Next slide. Et ça, c'est le dialyseur. Et vous avez des deux côtés là, le dialysate qui baigne ces fibres. Et c'est comme ça que la reine artificielle marche. Next slide. La machine de dialyse est très complexe, mais pour les néphrologues, moi, je ne sais pas comment repérer une machine de dialyse, mais il y a toujours un écran comme ça où on peut voir la tension artérielle, la fréquence cardiaque, toutes les pressions dans la fistule, mais aussi le temps de traitement, combien pour la ultrafiltration. Vous pouvez voir ici qu'il y a un target loss, c'est-à-dire combien de kilos est-ce qu'on va enlever du patient pendant la séance de dialyse de 4 heures. Ici, on a programmé 3 kilos. Alors, imaginez que vous avez un patient sur l'Lasix et vous allez enlever 3 litres d'urine pendant 4 heures. C'est impressionnant la quantité de fluide qu'on peut enlever avec la dialyse. Next slide. Mais il faut aussi savoir que la dialyse artificielle n'est pas très physiologique, c'est-à-dire qu'à gauche, vous commencez avec un urée qui est très, très haut. Pendant 4 heures, vous diminuez l'urée et pendant le temps interdialytique, l'urée va accumuler. C'est-à-dire qu'on fait les séances de dialyse tous les 2 jours. Alors, entre-temps, vous avez une augmentation de l'urée et je pense qu'il y a des retentissements sur le patient. Ça dépend de l'âge du patient, mais ce n'est pas très physiologique. Next slide. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais comme je vous ai expliqué, le membrane semi-perméable, ça permet le petit molécule de traverser facilement. Mais on comprend maintenant qu'il y a des molécules de moyenne taille qui ne passent pas comme il faut. Et avec une séance de 4 heures, ce n'est pas suffisant pour enlever tout ça. Et il y a aussi des retentissements sur les patients qui... Vous savez, les patients n'aiment pas aller à la dialyse. Ils n'aiment pas passer plus de 3 ou 4 heures 3 fois par semaine. Mais il y a des patients qui ont une machine de dialyse chez eux aux États-Unis, qui font la dialyse tous les jours. Et ces patients sont en très très bon état. Et ça nous a fait comprendre qu'il faut du temps pour enlever ces molécules moyennes. Et dans l'avenir, je pense qu'on aura les autres façons de faire la dialyse qui est plus physiologique peut-être. Mais ce qui est clair, c'est que si on fait la dialyse à petite dose tous les jours, c'est mieux de faire la dialyse 3 fois par semaine. OK, next slide. Ça, c'est juste pour vous dire, il y a une étude qui a été faite, called the Frequent Hemodialysis Slide. 6 fois par semaine, on peut voir qu'il y a beaucoup qui sont améliorés par ça. Le ventricule gauche est moins épais, le phosphorémie est mieux, et tout ça. OK, next slide.
Et pour finir, je vais vous parler de la dialyse péritonéale. Je pense que c'est une technique qui est facile à faire et peut-être pas utilisée assez en Haïti. Et on va essayer de monter un petit service d'épée à HUM, j'espère. Alors ça, c'est un cathéter d'épée. Il y a deux coffres que vous pouvez voir ici. Un coffre, c'est à la sortie du pot. Un autre coffre, c'est juste à l'origine du péritoine. C'est pas difficile de mettre ça. Il faut des néphrologues ou un chirurgien qui connaît la technique. Mais ça peut être mis en place dans une demi-heure. Et puis après, on utilisait le péritoine comme une membrane semi-perméable pour faire la dialyse. So, on met le cathéter. Normalement, quand on a le temps, on met le cathéter et on attend 1 à 2 semaines pour laisser toutes les choses guérir. Mais en fait, on peut utiliser un cathéter péritonéal tout de suite si on veut. Mais il faut que le patient reste allongé pour éviter les fuites. Mais ça c'est. OK, next slide. OK, so c'était pas évident, mais on a fait. Mais le péritoine, ça peut rassembler en membrane semi-perméable parce que vous avez des capillaires, vous avez cet interstitium, vous avez des cellules épithéliales et ça laisse filtrer des petites molécules et je vais vous montrer. Next slide. Si on met un dialysate péritonéal dans l'abdomen, dans le péritoine, et on mesure la quantité de urée après du temps, on peut voir qu'à 4 heures, la quantité de urée, disons que la quantité sanguine était 100 dans une insuffisance rénale chronique, on arrive à presque avoir une quantité de sang après 4 heures. Alors, l'urée passe facilement dans le dialysate péritonéal. Next. Le créatinine, qui est une molécule un peu plus grande, passe moins bon, mais quand même, ça passe jusqu'à 60-70% après 4 heures. Next slide. OK. Une autre chose qu'il faut avoir quand on fait une dialyse péritonéale, comment ça marche pour gérer ultrafiltration, c'est-à-dire que, disons que le patient ne passe plus de urine que les anuriques, comment on peut enlever de liquide du patient, faire une ultrafiltration. Dans les diapos auparavant, je vous ai montré que les petites molécules peuvent passer. C'est-à-dire, si un patient a une calémie de 6 ou 7, le dialysate péritonéal n'a pas de potassium dedans, alors le calémie va passer dans le dialysate et va partir du patient. Ça va améliorer le calémie. Mais comment gérer l'ultrafiltration? On utilisait des quantités de glucose très importantes. Si on pense on dit qu'un glucose de 100 c'est normal, la quantité de glucose dans le dialysate péritonéal, c'est 2500, 4500 à peu près. Très, très élevé. Et ça, c'est pour donner une force osmotique pour faire venir dans le péritoine de l'eau à travers le péritoine. OK? Mais il y a aussi un phénomène que le glucose est absorbé à une certaine vitesse. Et si c'est tout absorbé, il y aura plus de force osmotique et vous allez... normalement, quand on fait une dialyse péritonéale, on met 2 litres pour chaque échange. Et si on a des concentrations de glucose de 3 différentes concentrations, et avec ça, on peut imaginer enlever 400 jusqu'à 800 cc pendant 4 heures. Mais si on laisse, par exemple,
un dialysate pendant 8 heures ou pendant 12 heures, tout le glucose va être absorbé, il y aura plus d'autofiltration et vous allez augmenter le volume du patient. Alors, il faut faire des échanges. Il y a des petites nuances, mais c'est juste pour vous montrer qu'on utilise un glucose très concentré pour enlever de liquide du patient. C'est comme ça qu'on gère le volume du patient. Next slide. Et ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire qu'à heure 0, on met 2 litres et vous pouvez voir qu'il y a un temps optimal pour avoir 700, par exemple, juste au plus haut, là, on a à peu près 700 millilitres qu'on peut imaginer enlever du patient. Mais si on attend 4 heures, c'est un peu moins. Et si on attend 8 heures, c'est beaucoup moins. Alors, ça, c'est juste comment marche la dialyse péritonéale. Next slide. Ça, c'est un cathéter en place. Next slide. Ça, c'est les connexions. Et ça, c'est la chose la plus importante pour la dialyse péritonéale, c'est qu'il faut vraiment être très strict avec la stérilité. Parce que l'infection, c'est le gros problème. Next slide. Ça, c'est comment on fait un échange. On a une poche en haut, là, qui va être mise dans le patient. Et puis, en bas, on a un sac pour récupérer l'ancienne fluide. Next slide. OK, next slide. On peut faire ça 4 fois par jour et ça marche très bien. Next slide. On a des machines qui peuvent faire ça pendant que le patient dort et on peut faire des échanges pendant que le patient dort. Next slide. And next slide. I think we'll stop there. I think that's fine. We can take the slides down and maybe I could take some questions. On va arrêter là et puis je peux prendre des questions. This was the last slide, so Yeah, I'll go ahead and stop sharing. Yeah. Je pense que la dialyse péritonéale, évidemment, ça peut être difficile